Je m'appelle Alex et j'étais anthropologue. Cela semble appartenir à une autre vie. Il y a quelques mois à peine, j'étais assis dans mon bureau, entouré de livres poussiéreux et de cartes, rêvant d'une grande découverte. Les rêves sont des choses amusantes. Parfois, ils se réalisent, mais pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Mon rêve s'est transformé en un cauchemar sans fin. Tout a commencé par un appel du docteur Alan Carter, un historien renommé, bien qu'un peu excentrique. Il était obsédé par la légende de Paititi, la cité perdue des Incas, remplie d'or. Cependant, sa théorie différait de celle communément admise. Il croyait que la véritable cité perdue n'avait aucun rapport avec les Incas, qu'il s'agissait d'une civilisation beaucoup plus ancienne et bien plus sinistre. Il parlait d'un endroit qui, sur les anciennes cartes presque mythiques, était désigné comme le cœur des ténèbres. Alan a réuni une équipe. Nous étions 5. Outre Alan et moi-même, il y avait Marc, un ancien militaire, notre spécialiste en survie et en sécurité. Un homme robuste et taciturne, qui semblait n'avoir peur de rien. Il y avait ensuite Léa, biologiste, véritable génie de la flore et de la faune amazonienne. Elle pouvait identifier une plante toxique à 20 mètres et connaissait les habitudes de chaque créature de cette jungle. Et enfin, il y avait Ben, notre technicien et spécialiste des communications. Un jeune homme pour qui c'était la première expédition sérieuse. Il transportait tout un équipement, un téléphone satellite, des drones, des capteurs, tout ce qui devait nous permettre de rester en contact avec le monde extérieur. Un contact qui a été rompu si rapidement. Nous avons pris l'avion pour le Brésil, puis un petit avion nous a emmenés dans un petit village à la lisière d'une jungle infinie. Les guides locaux engagés par Alan ont examiné ces cartes et ont secoué la tête. Ils ont déclaré qu'il n'y avait rien dans cette région, à part un enfer vert. Ils ont accepté de nous conduire jusqu'à un certain point près de la rivière, mais ont refusé d'aller plus loin, quelle que soit la somme que nous leur proposions. « Il y a de mauvais esprits là-bas », a déclaré leur chef, « des esprits qui dévorent l'esprit. » Nous avons ri de leur superstition. Je comprends maintenant qu'ils étaient l'un des seuls à connaître la vérité. La première semaine s'est déroulée exactement comme je m'y attendais. L'air était lourd et humide. On aurait pu le couper au couteau. Un bourdonnement constant d'insectes qui résonnait dans nos oreilles. Nous avancions lentement, nous frayant un chemin à travers les broussailles épaisses. Marc marchait devant avec une machette. Ses mouvements étaient précis et assurés. Léa s'arrêtait constamment pour prélever des échantillons de plantes étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Ben était nerveux, vérifiant constamment son équipement et se plaignant de l'humidité. Alan était dans son élément. Ses yeux brillaient d'un feu fanatique. Il consultait sans cesse ses cartes et marmonnait quelque chose dans sa barbe. J'essayais de faire mon travail, documenter tout ce que nous voyions, rechercher le moindre signe d'activité humaine. Mais il n'y avait rien, pas une branche cassée, pas un vieux feu de camp, pas le moindre signe que quelqu'un était déjà venu ici. La jungle semblait vierge, intacte. Parfois, la nuit, j'avais l'impression d'entendre quelque chose d'étrange. Ce n'était pas des cris d'animaux, ni le bruissement des feuilles. C'était autre chose, un bruit sourd et rythmé, comme les battements d'un cœur géant quelque part profondément sous terre. Je mettais cela sur le compte de la fatigue et de la tension. Marc disait qu'il y avait toujours des apparitions dans la jungle. Le 7e jour, tout a changé. Nous sommes arrivés dans une petite clairière et Léa s'est figée. « Regardez, » murmura-t-elle, « c'est impossible. » Toutes les plantes de cette clairière étaient mortes. Elles n'étaient mais pas simplement desséchées. Elles semblaient avoir été vidées de toute vie. Elles étaient grises et fragiles, comme de la cendre. Le sol sous nos pieds était sec et craquelé, alors que tout autour était détrempé. Au centre de la clairière se trouvait un seul objet, une pierre noire et lisse d'environ 2 mètres de haut. Elle était parfaitement lisse,
sans la moindre fissure ni ébréchure, et semblait complètement étrangère à cet endroit. Ben sortit ses capteurs. « Il y a quelque chose d'étrange ici », dit-il en regardant l'écran de son appareil. « Le champ électromagnétique est hors norme, et en plus, la pierre était froide, incroyablement froide. » Je m'approchai et touchai délicatement sa surface. Elle était glacée, comme un morceau de glace sorti du congélateur. Un frisson désagréable parcourut mon bras, et, l'espace d'un instant, j'eus l'impression d'entendre à nouveau ce même bruit, mais plus fort cette fois, directement dans ma tête. Je retirai ma main. Alan était ravi. « C'est un signe !» s'écria-t-il en agitant les bras. « Si, un ancien repère. Nous sommes sur la bonne voie. » Il fit le tour de la pierre et s'arrêta soudainement. Sur l'un des côtés, presque invisibles sur la surface noire, des symboles étaient gravés. Ils ne ressemblaient à aucune langue que je connaissais. C'étaient dans des lignes complexes et entrelacées qui semblaient bouger et changer de forme si on les regardait trop longtemps. Ils provoquaient une sensation étrange et inquiétante, comme si je regardais quelque chose d'interdit. À partir de ce moment, l'atmosphère au sein du groupe changea. La confiance de Mark vacilla. Il regardait plus souvent derrière lui. Sa main ne lâchait pas la crosse de son pistolet. Ben devint encore plus nerveux. Son sommeil devint agité. Leia était perplexe. Elle ne trouvait aucune explication scientifique à la clairière morte et à la pierre glacée. Seul Alan rayonnait de bonheur. Il était convaincu que nous étions à l'aube de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Il ne savait pas que nous étions à l'aube de notre fin. Le lendemain, nous avons poursuivi notre chemin. La jungle autour de nous avait changé. Les arbres semblaient bien plus hauts et plus sombres. Leurs cimes étaient si densément entrelacées qu'elles ne laissaient presque pas passer la lumière du soleil. Les bruits d'or des insectes et des animaux s'étaient tus. Nous marchions dans un silence presque complet, rompu seulement par le craquement des branches sous nos pieds et notre propre respiration haletante. L'air était devenu plus épais et avait pris une étrange odeur sucrée de pourriture. Lia a déclaré qu'elle n'avait jamais rencontré un tel phénomène. Les plantes et beautés trop froides déformées, hideuses. Des lianes pendaient et des arbres, comme des serpents morts, et certaines fleurs avaient des couleurs anormalement vives et toxiques. Au soir du 9e jour, nous sommes arrivés au pied d'un plateau peu élevé. C'est alors que nous l'avons aperçue, une ville. Elle s'élevait directement à même la roche. Ses bâtiments étaient sculptés dans la même pierre noire que le marqueur dans la clairière. Elle était immense, bien plus grande que je ne pouvais l'imaginer. Ses murs s'élevaient vers le ciel, se perdant dans la brume qui enveloppait la cime des arbres. Il n'y avait ni porte ni route menant à elle. Elle se dressait simplement là, au cœur de la jungle, cachée du monde entier. Silencieuse, sombre et anormale. Il y avait quelque chose d'étrange, d'inquiétant dans son architecture. Les angles semblaient trop vifs, les lignes trop droites. Il n'y avait aucune décoration, aucune sculpture, seulement des murs nus et noirs, couverts de taches de mousse et de lianes centenaires. Nous avons établi notre campement au pied de la ville, trop abasourdi pour parler. Alan pleurait de bonheur. « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé !» répétait-il sans cesse. Mark examinait les murs en silence, le visage tendu. Léa et Ben étaient simplement assis, les yeux fixés sur ce spectacle incroyable. Je sortis mon carnet, mais je ne pus écrire un mot. Comment décrire ce pourquoi il n'y a pas de mots? Comment décrire le sentiment qui m'a envahi lorsque j'ai regardé cette ville morte? Le sentiment que la ville me regardait en retour. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Ce même battement rythmique était revenu, plus fort et plus distinct cette fois. Il venait de partout et de nulle part à la fois. Je suis sorti de la tente. La lumière de la lune perçait à peine le brouillard épais,
baignant tout autour d'une lueur fantomatique et argentée. La ville semblait encore plus sinistre. Dans les ouvertures sombres des fenêtres, j'avais l'impression de voir du mouvement. Il me semblait entendre des chuchotements, des voix douces et indistinctes qui portaient l'argent dans le vent. Je me suis approché de Ben, qui était également éveillé et assis près du feu qui s'éteignait, les genoux serrés contre lui. « Entendez-vous cela aussi ?» lui ai-je demandé. Il a beau acquiescer sans lever la tête. « Des murmures », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Et ce bruit, cela me rend fou. » Nous sommes restés assis ainsi jusqu'à l'aube, à écouter le silence qui était rempli de sons. Le matin, Alan a annoncé que nous allions commencer à explorer la ville. Il nous a distribué des talkies-walkies et nous a dit de rester ensemble. « Nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas, » dit-il, et pour la première fois, une note d'incertitude transparaissait dans sa voix. Nous avons trouvé un passage étroit, presque caché derrière un rideau de lianes qui menait à l'intérieur. Dès que nous avons franchi la ligne invisible, l'air a changé. Il était devenu froid et étouffant, comme dans une crypte. L'odeur de pourriture s'intensifia. Le battement dans ma tête devint presque insupportable. Les rues Jules-Lerchardy de la ville formaient un labyrinthe. Des passages étroits et sinueux entre de hauts bons murs aveugles. Nous avancions et l'écho de nos pas résonnait sur les pierres mortes. Il n'y avait ni porte ni escalier en vue. Seuls des murs lisses et noirs et des ouvertures sombres au-dessus de nos têtes. « C'est étrange, » dit Lia. « Il n'y a aucun signe de vie ici. Pas d'insectes, pas même de mousse sur les parties plus basses des murs, comme si quelque chose les empêchait de pousser. » Elle avait raison. Plus nous nous enfoncions dans la ville, plus l'atmosphère devenait stérile. Même nos propres traces semblaient disparaître des dalles de pierre quelques instants après notre passage. Après avoir erré pendant 2 heures dans ce labyrinthe, nous arrivâmes sur la place centrale. Elle était immense, ronde, et en son centre se trouvait quelque chose qui me glaça le sang. C'était une statue, mais pas celle d'un être humain ou d'un animal. C'était la sculpture de quelque chose d'inimaginable, une créature avec de nombreux tentacules entrelacés dans un nœud chaotique, un corps recouvert d'une sorte d'écaille et une tête sans yeux ni bouche, seulement une surface lisse et polie. La statue était faite de la même pierre noire, mais semblait encore plus sombre, comme si elle absorbait la lumière. Elle dégageait le même froid surnaturel. « Mon Dieu !» murmura Alan, le visage blanc comme un linge. « Qu'est-ce que c'est ?» Ben commença à reculer. « Je ne veux pas rester ici, » marmonna-t-il. « Il y a quelque chose de très, très mauvais ici. » Soudain, la radio de Mark se mit à grésiller. « Alan, vous me recevez ? Répondez. » La voix de Mark semblait tendue. Alan porta la radio à ses lèvres. « Je vous entends, ce Mark. Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas. Je me suis écarté de 20 pas dans le couloir pour regarder autour de moi. Je me suis retourné et vous n'étiez plus là. J'ai crié, mais personne n'a répondu. Où êtes-vous ? » Nous nous sommes regardés. Nous étions restés sur la place tout ce temps, et Mark était avec nous. « Mark, nous ne sommes pas partis, » répondit Alan. « Vous êtes juste là, à côté de moi. » Le silence s'est installé dans la radio. Puis la voix déformée et terrifiée de Mark s'est fait entendre. « Non, non, je ne suis pas avec vous. Il n'y a personne devant moi, seulement une rue déserte. Mais j'entends vos voix. Elles viennent de partout. » Et là, la communication fut coupée. Nous l'avons appelé, avons crié son nom dans la radio, mais seul un sifflement nous répondit. La panique commença à nous envahir. Nous nous précipitâmes dans le passage où Mark était censé s'être enfui. Mais la rue était déserte. Nous nous sommes été séparés pour fouiller les ruelles voisines, en criant sans cesse pour ne pas nous perdre de vue. Mais la ville semblait se jouer de nous. Les rues d'Illy qui étaient droites quelques instants auparavant se terminaient soudainement en impasse.
Des passages qui n'existaient pas auparavant apparaissaient là de nulle part. Le plan de la ville changeait sous nos yeux. Je me suis précipité dans une ruelle en criant à Lia de m'attendre, mais quand je suis revenu 1 minute plus tard, elle n'était plus là. À sa place, il n'y avait qu'un mur aveugle. Je me suis mis à courir dans le labyrinthe en criant les noms de mes compagnons. Parfois, il me semblait entendre leurs réponses, mais elles venaient toujours de l'autre côté, et malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à les trouver. Les murmures dans ma tête devenaient de plus en plus forts. Je pouvais désormais distinguer certains mots, même si la langue m'était inconnue. Les voix étaient bontes, moqueuses, malveillantes. Elles me promettaient la connaissance et le pouvoir si j'abandonnais, si je cessais de me battre. À la tombée de la nuit, j'étais seul. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis réfugié dans un coin sombre, recroquevillé de froid et de peur. J'avais perdu tout mon équipement, à l'exception d'une petite lampe de poche et d'un carnet. Le téléphone satellite de Ben, qui devait être notre seul espoir, gisait brisé dans une rue, comme si quelque chose d'énorme l'avait écrasé. J'ai compris que la ville n'était pas simplement en train de changer. Elle était vivante. C'était un prédateur qui jouait avec sa proie avant de la dévorer. À la tombée de la nuit, j'ai commencé à avoir des visions. Les murs autour de moi n'étaient plus simplement de la pierre. Ils étaient devenus translucides et je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur. J'ai vu des images d'une civilisation disparue depuis longtemps. Des créatures semblables à celles sculptées sur la place centrale se déplaçaient dans ces rues. Elles ne marchaient pas, mais semblaient glisser au-dessus du sol. J'ai vu comment elles construisaient cette ville, mais pas avec leurs mains ni avec des outils. Elles le faisaient par la seule force de leur volonté. Les pierres s'élevaient dans les airs et se mettaient en place toutes seules. J'ai vu leurs rituels. Ils sacrifiaient des créatures d'autres mondes qu'ils entraînaient dans cette ville à travers des portails lumineux. Ils se nourrissaient de leur peur et de leur douleur. J'ai vu qu'ils adoraient quelque chose d'encore plus horrible, quelque chose qui vivait au cœur même de la ville, profondément sous terre. Celui dont j'avais entendu les battements depuis le début. C'était le cœur de la ville, son Dieu. Et j'ai vu mon équipe. J'ai vu Marc courir dans un couloir sans fin dont les murs se refermaient sur lui, menaçant de l'écraser. J'ai vu Lia enfermée dans une petite pièce sans fenêtre ni porte, dont les murs étaient recouverts de ces mêmes symboles animés qui la rendaient folle. J'ai vu Ben agenouillé devant la statue sur la place centrale, criant des mots dans la même langue que les voix dans ma tête. Ses yeux étaient vides, il n'était plus humain. Et j'ai vu Alan. Il se tenait à côté de Ben, mais il n'avait pas peur. Il souriait. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il tendait les bras vers la statue, et celle-ci semblait lui répondre, ses tentacules bougeant lentement. J'ai compris qu'Alan savait. Peut-être pas tout, mais il savait que nous ne cherchions pas simplement une ville. Il était un adepte de ce culte. Il nous avait amenés ici pour nous sacrifier. Il nous avait tous trompés. À l'aube, les visions ont cessé. J'étais épuisé, au bord de la folie. Mais je savais que je devais m'en sortir, je devais essayer. J'ai commencé mon chemin vers la sortie de la ville, en me guidant grâce à la mousse qui poussait sur les murs d'un seul côté. J'ai marché pendant des heures sans m'arrêter. Mais les rues se répétaient. Je me retrouvais sans cesse sur les mêmes belles places, je voyais les mêmes intersections. La ville jouait avec moi, me faisait tourner en rond. J'étais un rat dans un labyrinthe, et l'expérimentateur n'avait pas l'intention de me laisser partir. À un moment donné, je suis arrivé à la lisière de la ville. J'ai vu la jungle. La liberté était si proche, à seulement quelques dizaines de mètres. J'ai couru sans sentir mes jambes. Je sentais déjà l'odeur de la terre humide. J'entendais le chant des oiseaux, mais lorsque j'étais presque arrivé, le sol a tremblé sous mes pieds.
Juste devant moi, un mur est sorti de terre. Lisse, noir, infranchissable. Il me séparait de mon salut. Je me suis battu contre elle avec mes poings. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix. Mais le mur était inébranlable. J'étais piégé. Des jours ont passé, ou des semaines. J'ai perdu la notion du temps. Ici, il n'y a pas d'alternance entre le jour et la nuit telle que nous la connaissons. Il n'y a qu'une brume grise et une obscurité noire comme du charbon, remplie de visions. Je n'essaie plus de m'échapper. Je sais que c'est inutile. La ville ne me laissera pas partir. Elle me digère lentement, mon esprit, mes souvenirs. Les voix dans ma tête sont devenues de mes seules interlocutrices. Parfois, elles parlent avec la voix de mes amis. Lia me parle de la structure de plantes inexistantes. Marc me donne des conseils pour survivre dans cette jungle de pierre. Ben m'explique le fonctionnement des technologies qui se nourrissent de la peur. Alan. Alan me dit que je suis l'élu, que je ferai partie de quelque chose de grand. Parfois, la ville me permet de les voir. Je vois leurs ombres glisser sur les murs, leurs silhouettes fantomatiques errer dans les rues. Ce ne sont plus des êtres humains. Ils font désormais partie de cet endroit. Ils en sont les gardiens, son écho. Bientôt, je les rejoindrai. Je sens la pierre germer sous ma peau. Je sens mes pensées devenir étrangères. Les battements dans ma tête ne m'effraient plus. Ils sont devenus les battements de mon propre cœur. J'écris ces mots sur les dernières pages de mon carnet avec un morceau de pierre. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être mon dernier acte de désobéissance, ma dernière tentative pour prouver que je suis toujours Alex, même si je n'en suis plus si sûr. La ville attend. Elle a toujours attendu. Nous ne sommes pas les premiers à l'avoir trouvée, et je crains que nous ne soyons pas les derniers. Si jamais vous entendez parler de la légende d'une ville perdue en Amazonie, si un historien fou vous montre de vieilles cartes et vous promet une découverte extraordinaire, fuyez. Fuyez sans vous retourner, car la ville a faim, et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Le mur devant moi devient transparent. Je vois la jungle, vive, colorée, ensoleillée. Je vois le salut. Je sais que c'est une illusion, encore un jeu, mais je n'ai plus peur. Je me lève et je marche vers la lumière. Je rentre chez moi. La ville m'appelle. Suite de l'histoire. Les jours se sont confondus en un flot gris infini. Ou peut-être n'étaient-ce pas des jours, mais des heures, étirées à l'infini par le supplice de la monotonie et de l'horreur. Le temps ne s'écoulait pas ici, il était figé, comme de la résine, me retenant dans ses étreintes visqueuses. J'errais dans des rues interminables qui ne me semblaient pas les plus étrangères. Je commençais à les reconnaître, pas comme on reconnaît un itinéraire familier, mais plutôt comme une partie de moi-même. Ce virage ressemblait au pli de mon bras, cette place à la cicatrice sur mon genou. La ville s'enracinait en moi et moi en elle. Ma faim et ma soif avaient disparu depuis longtemps. Les besoins physiques étaient devenus quelque chose de lointain, presque oublié. À la place, j'éprouvais une autre faim, celle de la ville. Elle avait soif d'émotion, de peur, de désespoir, et je l'ai nourrie, car je ne pouvais pas faire autrement. Chaque accès de panique, chaque cri qui restait coincé dans ma gorge, résonnait d'une satisfaction sourde dans les pierres environnantes. Les battements du cœur de la ville devenaient plus réguliers, plus profonds. Les visions sont devenues mes compagnons permanents. Elles ne venaient aussi plus seulement la nuit. Désormais, elles pouvaient surgir à tout moment, se superposant à la réalité comme un film semi-transparent. Je voyais l'histoire de cet endroit, non pas par fragments, mais comme des tableaux complets. Je voyais comment ces créateurs, ces créatures informes et glissantes, étaient arrivés ici depuis un monde mourant, depuis une réalité de froid et d'obscurité. Ils n'avaient pas construit cette ville comme un refuge, mais comme un ancrage pour empêcher leur monde de disparaître définitivement. Cette ville n'était pas seulement un village, c'était un moteur alimenté par la souffrance d'autrui,
qui maintenaient en vie leur univers en déclin. J'ai vu comment ils avaient attiré d'autres civilisations ici. Des Aztèques, des Égyptiens, des races dont le nom n'apparaît pas dans l'histoire humaine. Ils venaient, attirés par des promesses de pouvoir, d'or ou d'immortalité. Et tous devenaient du carburant. Leur peur, leur douleur, leur force vitale, tout était jeté dans la fournaise, alimentant le cœur qui battait sous terre. Et leurs âmes, privées de leur enveloppe, restaient ici, échos fantomatiques, prisonniers éternels du labyrinthe. Mes amis étaient arroutis désormais parmi eux. Parfois, je leur parlais. Pas aux vrais Lia, Marc ou Ben, mais à leurs empreintes laissées sur les murs de cet endroit. Un jour, je suis tombé sur Marc. Il montait la garde à un croisement. Sa silhouette était semi-transparente, mais je pouvais distinguer chaque détail de son gilet tactique. Il ne m'a pas reconnu. Il regardait simplement dans une direction, le visage inexpressif. « Marc ?» ai-je murmuré. Sa tête s'est lentement tournée vers moi, mais ses yeux ont continué à regarder à travers moi. « Le secteur était dégagé », a-t-il dit d'une voix sourde et sans vie. « Aucune menace détectée. Je continue ma patrouille. » Il a fait un pas et a traversé le mur, disparaissant dans le néant. Cette ville ne s'était pas contentée de les tuer. Elle avait pris ce qu'ils étaient et l'avait transformé en une fonction, en une partie de son mécanisme. Marc était devenu un gardien éternel. Je trouvais Lia dans l'une des cours intérieures, où poussaient des plantes fantomatiques et lumineuses. Elle était accroupie, triant entre ses doigts des feuilles invisibles. « Une adaptation étonnante », dit-elle sans me regarder. La structure cellulaire est entièrement basée sur l'absorption d'énergie psychique, pas de photosynthèse. Fascinating. Elle s'interrompit, le mot lui échappa en anglais, comme un réflexe de sa vie passée, et disparut aussitôt, remplacé par un vide sonore. Elle était biologiste. Maintenant, elle passe son temps à cataloguer la flore née du cauchemar. Ben était le pire. Je l'ai trouvé sur la place centrale, devant cette statue. Il n'était pas à genoux. Il flottait à quelques centimètres, au-dessus du sol, son corps enveloppé d'une faible décharge électrique. Il marmonnait sans arrêt, mais ce n'était au moins pas des mots. C'était un code pur, un flux de données. Il était devenu le processeur central de cet endroit, traitant les flux de peur et de désespoir provenant des nouvelles victimes et des anciens fantômes, et les dirigeant vers le cœur de la ville. Il est devenu la voix dans ma tête. C'est son murmure qui me rendait désormais fou. Alan. Je n'ai revu Alan qu'une seule fois après cette première vision. Il se tenait au sommet de la plus haute tour, contemplant ses possessions. Il n'était pas un fantôme. Il était tout à fait réel. La ville l'avait accepté, fait son représentant, son prêtre. C'était lui qui lançait maintenant l'appât, répandant légendes et rumeurs dans le monde extérieur pour attirer ici de nouveaux papillons volant vers la lumière. Il se retourna et me regarda droit dans les yeux, même si j'étais à plusieurs ruffes de lui. Il m'a souri et m'a fait un signe de tête, comme pour dire « Vous voyez, je vous avais bien dit que c'était un endroit formidable. Et maintenant, vous en faites partie. » J'ai essayé de lutter, j'ai essayé de me préserver. J'ai griffonné mon nom sur les murs. Alex. Je le répétais à voix haute, encore et encore. Je me remémorais ma vie avant l'expédition. L'odeur du café le matin, le contact des pages d'un vieux livre sous mes doigts, le rire de ma sœur au téléphone. Ces souvenirs étaient mon bouclier. Mais la ville était tenace, elle a commencé à s'immiscer dans mes souvenirs, à les déformer. Le café de mes souvenirs avait désormais un goût de pourriture. Les pages des livres se couvraient de symboles mouvants et dérangeants. Le rire de ma sœur se transformait en murmure malveillant. Il essayait de me briser, de me montrer une issue. Encore et encore, il créait l'illusion de la jungle, de la liberté. Parfois, c'était la rive d'une rivière, parfois une clairière avec un héliport.
Une fois, j'ai vu notre premier campement, avec des tentes et un feu qui s'éteignait. Je me voyais moi-même, jeune et naïf, riant des superstitions des habitants. Je m'approchais, tendais la main pour toucher ce fantôme du passé, et à ce moment-là, tout s'effondrait en cendres, me laissant seul au milieu des pierres froides et noires. Ce fut la torture la plus cruelle. Donner de l'espoir pour le reprendre, aussitôt. Un jour, je suis tombé sur une nouvelle partie de la ville, ou plutôt, la ville l'avait créée pour moi. C'était une copie exacte de mon bureau, à l'université. Les mêmes livres sur les étagères, le même vieux bureau en bois, la même carte sur le mur. Il pleuvait derrière la fenêtre. Tout était si réel que j'y ai cru pendant un instant. Je me suis assis à la table, j'ai passé ma main sur sa surface lisse. J'étais chez moi. Puis j'ai remarqué des détails. Les livres sur les étagères étaient vides. Leurs pages étaient comme si lisses et noires. La carte sur le mur ne représentait pas l'Amérique du Sud, mais le labyrinthe de cette ville maudite. Et ce n'était pas de la pluie qui tombait derrière la fenêtre. En y regardant de plus près, on pouvait voir que ce n'était pas des gouttes d'eau qui tombaient là sur du ciel, mais de minuscules insectes presque invisibles qui s'écrasèrent contre la vitre dans un sifflement silencieux. Je me suis levé d'un bond, renversant ma chaise. « Non !» ai-je crié. « Vous ne me tromperez pas !» La pièce a tremblé. Les livres ont commencé à tomber des étagères, les murs se sont fissurés. L'illusion s'est effondrée. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement, j'ai vu quelque chose sur la table. Quelque chose qui n'était pas là une seconde auparavant. Mon carnet, celui que j'avais perdu depuis longtemps. Il était ouvert à la dernière page où j'avais griffonné mon dernier message. Mais sous mes mots, écrits avec un morceau de pierre, il y en avait d'autres. Écrits de la main soignée d'Alan. « Vous êtes presque prêt, Alex », disait le message. « Vous êtes plus fort que les autres. Vous n'avez pas craqué. Vous vous êtes adapté. Vous ne deviendrez pas un simple écho ou un rouage dans un mécanisme. Vous avez un autre destin. Un cœur vous attend. Il a besoin d'un nouveau gardien, d'un nouveau prêtre. Je vieillis, mais lui est éternel. » Le sang se figea dans mes veines. J'ai compris son plan. Il ne nous avait pas simplement amenés ici pour nous éliminer. Il cherchait quelqu'un pour me remplacer. Il cherchait quelqu'un qui pourrait supporter la pression de la ville, ne pas sombrer complètement dans la folie et accepter sa volonté. Et il m'avait choisi. Après cela, la ville a changé de tactique. Elle a cessé de me faire peur. Les visions d'horreur ont cessé. Les murmures se sont tus. À la place, il a commencé à me séduire. Il m'a montré le pouvoir que je pourrais obtenir. Je pourrais changer ces rues à ma guise. Je pouvais créer et détruire des mondes entre ces murs. Il m'a promis la connaissance, les secrets de l'univers cachés dans l'entrelacement des symboles. Il m'a promis l'immortalité. Pas une existence fantomatique comme celle des autres, mais la vie éternelle en tant que souverain de ce petit enfer. Et le plus effrayant, c'est que j'en avais envie. Après tant de souffrances, après un tel désespoir, cette offre de pouvoir était comme une bouffée d'air frais. L'idée de diriger moi-même cet endroit, plutôt que d'en être victime, s'est enracinée dans mon esprit tourmenté. J'ai commencé à expérimenter. Je me concentrais sur le mur, imaginant un passage, et le passage apparaissait. Au début, ce n'était qu'un léger tremblement dans la pierre, puis une fissure, et après plusieurs tentatives, j'ai réussi à créer une arche menant à une autre ruelle. Je riais comme un fou. J'étais un dieu dans mon petit le monde. Je reconstruisais le labyrinthe, créant des structures impossibles, des escaliers menant au ciel et des ponts suspendus au-dessus du vide. J'ai oublié de m'échapper. Pourquoi fuir un royaume où l'on est trois? J'ai commencé à comprendre Alan. Je commençais à comprendre l'attrait de ce pouvoir, mais parfois, dans les moments de calme, lorsque l'excitation de la création s'estompait, une vague de terreur m'envahissait. Je me souvenais qui j'étais. Alex, anthropologue,
un être humain. Je regardais mes mains et voyais ma peau devenir grise et rugueuse, comme de la pierre. Je comprenais que ce pouvoir avait un prix. La ville ne me l'offrait pas gratuitement. Elle absorbait mon humanité en échange de pouvoirs divins. Un jour, en errant dans mes nouveaux quartiers, je suis arrivé sur la place centrale. Ben flottait toujours devant la statue, marmonnant son code infini. Mais quelque chose n'allait pas. La statue, elle avait changé. Elle était tournée vers moi, et sur sa tête lisse et sans visage, quelque chose ressemblant à un œil était apparu. Un œil énorme, brillant d'une lumière rouge, qui me regardait droit dans les yeux. Et j'ai entendu une voix. Ce n'était pas un murmure dans ma tête, mais une voix réelle, tonitruante, qui provenait à la fois de la statue et de toute la ville. « L'heure est venue », tonna-t-elle. Le sol se mit à trembler sous mes pieds. Les dalles de pierre de la place s'écartèrent, ouvrant un passage vers le bas. Une lumière rouge vif jaillit de l'ouverture et le même battement rythmique retentit. Mais cette fois, 1000 fois plus fort. C'était un appel. Mon cœur m'appelait. Alan se tenait au bord du passage. Il avait l'air vieux, desséché, comme une momie. « Allez », murmura-t-il. « Il vous attendait. Prenez votre droit. » Je le regardais, puis sur la statue, puis sur mes mics, trop tard en main, qui n'étaient presque plus humaines. Et j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je n'avais jamais eu le choix depuis le moment où nous avions trouvé cette pierre noire dans la jungle. Je n'étais ni le premier ni le dernier. C'était un cycle sans fin. Alan avait été comme moi autrefois, et avant lui, quelqu'un d'autre encore. Et maintenant, c'était à mon tour de prendre la place du prêtre, afin de trouver un jour mon remplaçant et de le sacrifier à cette divinité insatiable. J'ai fait un pas vers l'escalier qui descendait dans l'obscurité, vers le cœur battant de cette ville. Je ne voulais pas y aller, mais mes débiles jambes bougeaient ça tout seul. La ville me contrôlait comme une marionnette. J'écris ces mots maintenant, pas avec ma main sur le papier. Je les écris avec mes pensées, en les projetant sur le tissu de la réalité. Peut-être que quelqu'un, un jour, captera cet okotéko. Le dernier cri d'Alex, l'anthropologue. Je descends dans les marches. Les bruits d'Adi se font plus forts. La lumière devient plus vive. Je le vois. Il est immense, vivant, palpitant. Ce n'est pas un cœur de chair et de sang. C'est un amas d'énergie pure, de peur et de temps. Il attend. Alan me sourit de son sourire, édenté. Il se désagrège en poussière. Sa mission est accomplie. Maintenant, je fais partie de cet endroit. Je suis sa volonté. Et je ressens une faim intense. Bientôt, je vais répandre de nouvelles légendes à travers le monde. Des histoires sur une ville perdue, pleine d'or et de secrets. Et j'attendrai. J'attendrai la prochaine expédition. J'attendrai votre arrivée.